bienvenue sur le plateau de l'émission Questions citoyennes, une émission réalisée par les habitants, pour les habitants et avec les habitants, dans le cadre de la télévision participative du 3e arrondissement. Je vous en rappelle un petit peu le principe. Tout au long de la semaine, nous avons reçu les différents principaux candidats du 2e secteur pour les municipales 2014 à Marseille. L'idée, elle est très simple, permettre aux habitants de poser directement des questions sur différentes thématiques aux candidats et avoir un échange simple et direct avec eux. Je vous rappelle que l'émission est aussi réalisée de manière bénévole par des habitants du secteur qui se sont impliqués dans la démarche. Nous recevons pour terminer cette semaine Kauter Ben Mohamed, tête de liste du groupe Changeons la Donne. Bonsoir. Bonsoir Sam. Et nous allons passer ensemble environ 3 quarts d'heure à échanger, à répondre aux questions des habitants autour de cette élection municipale. Merci. Avant toute chose, pour démarrer, on va essayer de faire un petit peu connaissance. On a quand même un certain nombre de candidats sur le secteur qui sont pas forcément connus des habitants. La liste Changeons la Donne a été montée il y a un petit paquet de semaines maintenant, mais on découvre aussi des visages dont le vôtre. Qu'est-ce qui vous a amené à un petit peu rentrer en politique, à rentrer dans cette aventure qui, je crois savoir, est une aventure aussi collective, hein. Vous êtes là ce soir avec moi, et il y a quand même pas mal de gens engagés sur ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? Et écoutez, mon engagement au-devant de la scène, parce que j'ai fait pas mal de choses en backstage, comme je dis, c'est l'état de la ville. L'état de la ville, l'état dans tous les domaines, la gabegie à tous les niveaux, et surtout les faits divers qui défilent la chronique et qui pour moi ne sont pas le reflet de Marseille, de ses habitants et de toute la richesse qu'elle a. Donc aujourd'hui, au vu de ce qui me semble être soit de l'immobilisme, soit de l'incompétence, soit les deux, des élus qui sont là depuis à peu près un quart de siècle, je me suis dit qu'il fallait que les habitants réagissent et s'organisent pour proposer une alternative pour eux-mêmes et pour tous les gens qui avaient autour d'eux, à savoir les habitants de Marseille. Alors, du coup, est-ce que, sans rentrer dans les détails, vous pouvez nous dresser quelques, histoire de mieux vous connaître, quelques lignes de votre parcours personnel ? Et moi, je suis une ex-travailleuse sociale avant tout, qui a travaillé beaucoup sur la vallée du Vaume, mais bon, qui vient de la Belle de Mai au départ, car j'ai eu le plaisir, enfin, même si je n'étais pas encore consciente de l'être à la maternité de la Belle de Mai, j'ai beaucoup de peine de voir ce qu'elle devient aujourd'hui et le fait qu'elle ait été arrachée du domaine public et pour les habitants qu'elle soit complètement donnée en cadeau à des promoteurs privés. Et après, j'ai parcouru Marseille d'un point de vue en quête d'un habitat digne, parce que je suis née aussi dans le bidonville de l'Estac, même si je suis née à la Belle de Mai. Donc on a traversé Marseille avec mes parents, dans toutes les cités, dans tous les secteurs, et après on a atterri dans des super quartiers de tout, mais bon, on n'oublie pas d'où on vient. Et pour le travail, ça a été pareil. J'ai été travailleuse sociale, j'ai été accompagnatrice sociale, j'ai travaillé à la Chambre régionale de l'économie sociale, j'ai été collaboratrice d'élus pour la région, et j'ai terminé en étant directrice d'un complexe sportif de 3000 adhérents, et je me rends compte que peu importe où on travaille, on est quand même confronté aux difficultés économiques et sociales des habitants, peu importe le secteur de Marseille. D'accord. Le déclencheur pour vous engager sur cette liste, sur la liste Changeons la Donne, dans le 2e secteur ? C'est le secteur où j'habite maintenant. Je me suis établie depuis 6 ans. C'est le secteur où mon enfant de 3 ans va à l'école. Et c'est le secteur que je redécouvre, mais que je redécouvre pas qu'avec des points positifs. C'est ça qui me touche et qui me fait de la peine. Et je ne peux pas accepter que mon enfant et les enfants de mes voisins et de mes amis aillent dans ces conditions à l'école. Je ne peux pas accepter que les habitants de Félix Piat payent plus cher les impôts locaux que sur la corniche. Je ne peux pas accepter que la Belle de Mai, où il y a 40 000 habitants, ne soit pas dotée d'une bibliothèque. Je ne peux pas accepter que la Belle de Mai soit, qu'on le veuille ou non, le quartier le plus pauvre d'Europe. Je ne peux pas accepter tout ça. Donc à un moment donné, effectivement, la liste Changer la Donne s'est déclarée il y a quelques semaines, et nous sommes un certain nombre d'acteurs et de militants et d'acteurs, chacun dans son domaine respectif, à essayer de proposer, à s'organiser, à travailler, pas depuis quelques semaines, mais depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Et donc on n'est pas complètement tout neuf. On a une histoire et on sait où on veut aller et on sait pourquoi on le fait. D'accord, c'est très clair. Alors on va continuer à faire un petit peu connaissance, cette fois-ci de manière un petit peu plus ludique. Je vais vous proposer un jeu de portrait chinois. Je vous pose quelques questions, vous me répondez de but en blanc.
ça permet un petit peu de vous cerner de manière plus symbolique. Alors, une première question pour démarrer, si vous étiez un plat, est-ce qu'il y a un plat que vous affectionnez plus particulièrement? Je vais me permettre de vous donner deux plats, parce que j'ai une double culture. La bouillabaisse pour Marseille, et le tagine tunisien pour la culture d'où je viens et à laquelle je suis aussi attachée. Parce que vous êtes le fruit des deux. Exactement. Très bien. Si vous étiez un banc posé dans le 3e arrondissement, vous seriez posé à quel endroit? Je considère que si j'étais un banc, il faudrait que je sois posée de partout dans le 3e arrondissement. C'est trop facile comme Non, je vous assure, en fait. Trouvez-moi une place qui vous tient à cœur, où vous avez envie de regarder les gens. Là, vous parlez vraiment à quelqu'un qui, dans la passion, et c'est pas du bluff, d'ailleurs mon parcours professionnel et personnel le prouve, moi la passion c'est les autres, et la plus belle aventure c'est toujours les autres, et c'est les personnes que je croise d'un jour ou de toujours, et j'insiste sur le fait que pour moi, pour regarder les autres, j'ai pas envie de les regarder que dans un seul endroit, j'ai envie de les regarder partout. Allez, je prends, vous avez grillé votre joker. Alors, question suivante, si vous étiez un personnage historique. Personnage historique. Écoutez, je vais dire, je ne sais pas s'il est encore considéré comme un personnage historique, mais en tout cas, son histoire et sa vie me bouleversent et me bouleverseront toujours. C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, ok. Personnage qui est déjà revenu de notre histoire contemporaine. Si vous étiez un animal? Je suis méditerranéenne dans tout son cœur, et un dauphin pour la mer, oui. Et un aigle. D'accord. Si vous étiez un texte de loi? Un texte de loi. Est-ce qu'il y a un texte de loi qui vous tient particulièrement à cœur? L'abolition de la peine de mort. D'accord. Et si vous étiez un projet de texte de loi, vous défendriez quoi? Le droit de vote pour les étrangers. D'accord. Enfin, ce qu'on appelle les étrangers, qui ne sont pas pour le droit des étrangers. Si vous étiez un sport? Un sport collectif, quel qu'il soit. Une chanson ou une musique? Chanson ou musique. On va me poser une colle, parce que je suis plus dans les comptines que dans les chansons et les musiques en ce moment. Les comptines, ça peut marcher, hein. Écoutez, pour faire un petit clin d'œil à mon fils, les comptines de Franklin. D'accord. On voit bien la petite tortue là. Exactement. J'ai pratiqué, Franklin. J'y suis plus, mais j'ai pratiqué. Un film ou un livre? Evictus. Evictus. Ok. Merci d'avoir joué le jeu de cette petite forme autour du portrait chinois. On va rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet. On va regarder sur cet écran les questions récoltées ces dernières semaines par les habitants du secteur, avec la première thématique qu'on voit affichée, le cadre de vie et l'urbanisme. On peut envoyer les images en régie. Sur 16 piscines à Marseille, 2 sont fermées pour travaux, 2 ne sont ouvertes qu'en été, 9 sont fermées le samedi et toutes sont fermées le dimanche. Et il n'y en a aucune qui est ouverte après 19h. Sur un test qui a été fait sur des enfants à l'entrée en 6e à Marseille, il y a 55% d'enfants qui ne savent pas nager à l'entrée en 6e. Donc je voudrais savoir en fait quelle va être votre politique pour ce qui concerne les piscines à Marseille. Toute une partie de Saint-Mauron, la partie basse de Saint-Mauron est inondable et les projets qui peuvent se créer sur cette zone souffrent de l'absence d'un bassin de rétention et peut-être d'une prise en compte de cette spécificité de ce quartier, que c'est une zone inondable et que il y a bien besoin d'y penser. Est-ce que le bassin de rétention qui est prévu quelque part derrière la Maison pour tous va arriver bientôt? On l'attend avec impatience. Alors on a 2 questions, une sur la question des piscines, une question sur le bassin de rétention. Écoutez, la première sur les piscines me touche particulièrement, donc moi aussi. Donc effectivement, c'est quand même hallucinant effectivement que les enfants à Marseille
ne sache pas nager, parce que nous n'avons pas de piscine ouverte, tout court. Enfin, je veux dire, au-delà de parler des quelques piscines qui sont une anomalie aujourd'hui, entre guillemets, dans les équipements publics, et qui ne devraient pas être une anomalie. Donc effectivement, en ce qui me concerne, je considère que les enfants doivent avoir accès à des piscines ouvertes, mais à des piscines qui sont ouvertes, j'allais dire hors temps scolaire, parce que le problème des piscines pour moi est le même qu'on rencontre dans pour tous les équipements, pour tout ce qui est loisirs et pour tout ce qui est service de la mairie, tout court, je n'ai pas d'état civil. On doit être ouvert quand les gens ne travaillent pas et pendant le temps libre des gens, de la population. Je trouve complètement aberrant que ici soit fermé en soirée, soit fermé entre guillemets, soit pas accessible au public pour certains, et qu'elle soit fermée le week-end. C'est juste pas possible. Il faut s'adapter au temps de vie actuel et au temps de vie des habitants de Marseille. Il faut ouvrir quand les gens ont le temps. Vous pointez une double problématique, c'est-à-dire qu'il y a une question d'organisation et de logistique. Il faut un certain volontarisme politique pour changer les organisations, les heures d'ouverture, et il y a un problème structurel, on part de loin quand même, sur l'état des piscines par exemple à rénover, ou sur celles qu'il y aurait à construire. Est-ce que dans le temps d'un mandat, c'est des choses qui sont engageables? C'est des temps qui sont engageables, mais si on est honnête, en fait, pour la petite anecdote, moi j'étais très attachée pour faire vivre la démocratie, et pas que pour la première, d'essayer d'imposer en tout cas aux candidats qui se présentaient avec nous le mandat unique. Sauf que si on est honnête, il est nécessaire d'avoir 2 mandats pour mettre en place son programme, le contrat, ce que nous on appelle le contrat des citoyens, et les engagements auxquels qu'on prend envers la population marseillaise. Sauf que oui, on peut les engager, mais il n'y a pas tout qui est la compétence de la municipalité, donc il ne faut pas non plus mentir aux citoyens en disant que la mairie est seule à financer les piscines, leur fonctionnement, etc. Et effectivement, c'est bien beau d'avoir des piscines, et c'est nécessaire, et c'est l'exigence d'en avoir. Moi, j'encourage chaque citoyen dans tous les secteurs du droit d'exiger d'avoir des piscines, mais il faut aussi qu'elles soient ouvertes quand les gens vont besoin. Brièvement sur le bassin de rétention. Écoutez, je ne vais pas non plus mentir, je ne suis pas experte en tout, et je suis entourée sur ma liste et j'espère qu'on fera tous les listes parce qu'on est de vrais experts et très complémentaires. Donc je solliciterai les personnes qui sont autour de moi et je solliciterai surtout sur ces questions, comme pour d'autres, les habitants, notamment en mettant en place une mesure qui est obligatoire depuis 2002 mais qui n'est pas appliquée, à savoir les conseils de quartier. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre en place des mesures aussi importantes que celle-là sans consulter les habitants. On reviendra sur ce point, il y a une thématique démocratie locale. Merci pour vos réponses sur cette première thématique. On passe tout de suite avec une autre thématique d'importance, l'économie et l'emploi. Il y a évidemment une grande préoccupation qui sont souvent revenues dans les questions. On est parti pour le deuxième vidéo-marathon. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications, mais je me demande pourquoi eux, dans le secteur dans le 13e arrondissement, on a autant de difficultés à trouver du travail. Concernant les femmes voilées, pourquoi elles font des formations linguistiques pour travailler alors qu'après elles sont abandonnées et personne ne les embauche? À quoi ça sert alors? Alors je voulais savoir donc, quel est votre plan pour redynamiser et réimplanter des commerces de proximité sur la butte Bellevue. Qu'il y a du travail, mais le travail n'est pas pour nous. On est, je ne sais pas combien de Marseillais, à habiter dans le coin. Il y a une cité juste derrière, il y a un autre chantier juste à côté. Il n'y en a pas un de chez nous. Quand je dis chez nous, pas de couleur, ni ethnie, ni rien. De chez nous, de Marseille, qui travaille dedans. Ma question concerne tous les projets immobiliers qui ont lieu actuellement sur tout le périmètre Belle de Mai-Saint-Mauron. Ce sont des projets souvent de très grande ampleur, très importants, mais qui profitent assez peu à l'emploi et à la lutte contre le chômage sur le quartier. Trop peu d'habitants sont embauchés sur ces chantiers, comme nous l'a montré le problème qu'il y a eu il y a quelques semaines
pour le projet des docks libres à côté de la résidence, à côté de Félix Piat. Donc je voulais savoir qu'allez-vous faire pour que ces grands projets immobiliers profitent massivement à la formation, à la qualification et à l'emploi des demandeurs du quartier. Alors là aussi, on a deux grands niveaux de questions. C'est l'accès à l'emploi pour les jeunes ou pour les personnes issues de l'immigration et la relation entre les chantiers, nombreux, constatés par les habitants, et l'emploi de proximité en quelque sorte. Écoutez, effectivement, il faut que les jeunes, en priorité, mais pas que accèdent, mais pas les jeunes issus de l'immigration. Il faut que les jeunes Français, peu importe d'où ils viennent, peu importe où ils habitent, accèdent au même niveau à l'emploi. Et pour ça, à mon avis, il faut surtout les former, parce que malheureusement, beaucoup ne sont pas formés, et d'autres peut-être trop. Mais sur la question qui est posée sur comment on peut forcer, entre guillemets, les grosses structures, les grosses entreprises à embaucher, moi je pense que c'est juste une volonté politique, et je pense que le maire de secteur, ou d'autres structures qui sont en partenariat, notamment avec Nexi, je crois que ça s'appelle, ou d'autres, pour ne citer que, Nexity, voilà, peuvent imposer quand même qu'il y ait un minimum, qu'il y ait un pourcentage de population locale qui soit embauchée. Et moi je sais de quoi je parle, puisque j'habite à la Joliette, et que les chantiers en face de chez moi, c'est des Parisiens qui sont venus bosser, et pas des Parisiens ingénieurs ou cadres, c'est des Parisiens manœuvres qui sont venus bosser, alors qu'effectivement il y a un gros taux de chômage dans les quartiers, ou même dans les rues où j'habite, où les gens ne travaillent pas. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est réglable, mais très très rapidement et très facilement. C'est juste se mettre autour de la table avec les grosses entreprises et de faire un partenariat effectif. C'est la négociation, là. Vous prenez la négociation avec les entreprises, on ne s'appuie pas sur des textes de loi qui imposeraient, mais sur la négociation directe entre un maire de secteur en tant qu'interface avec les entreprises. Tout à fait, parce que les textes de loi, si on est honnête, c'est pas la mairie de secteur qui impose une embauche. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas experte en tout, mais je ne crois pas que la mairie de secteur soit en capacité de pondre une loi pour créer de l'emploi ou quoi que ce soit. Elle peut être une interface entre les entreprises qui viennent s'implanter, les entreprises qui veulent se développer, pour imposer, exiger, pas dire imposer, mais exiger que les habitants du secteur soient en priorité embauchés, ce qui permettrait, et là je rebondis sur une autre thématique peut-être qu'on abordera ou qu'on a, sur juste le lien social et la paix sociale dans les secteurs, quoi. Parce que les gens qui travaillent, c'est pas des gens qui font des bêtises, c'est des gens qui travaillent. Et quand on a travail, on a de la dignité, on peut payer ses factures, on a un appartement, on accède à un cadre de vie, un appartement qui n'est pas un doji, mais qui est un appartement digne, et tout part du travail. Donc les gens qui ne travaillent pas, effectivement, ça fait que dans le quartier, dans la cité, dans le secteur, peu importe où on habite, il y a effectivement une très mauvaise ambiance et beaucoup de problèmes qui en découlent. Est-ce que souvent il y a le reproche qui est fait, en tout cas pas directement par les habitants, que les collectivités qui lancent des appels d'offres ne mobilisent pas assez les clauses sociales, donc celles qui permettraient justement d'avoir un nombre de personnes sur des critères particuliers qui soient embauchées sur des contrats publics. Vous avez dit mieux que moi ce que je pensais. Mais le problème qu'il y a encore dans les collectivités qui lancent des appels d'offres, c'est qu'ils sont à des années-lumière d'imposer quoi que ce soit. Parce que si on regarde bien, c'est souvent les copains des copains et les beaux-frères des copains. Et le vrai problème, il est là. Il est que dans les appels d'offres, c'est pour moi le fléau de Marseille en particulier, c'est que le premier clientélisme, la première corruption démarre des appels d'offres et de la manière dont elles sont posées. Et que si effectivement on avait un minimum d'exigences, on n'en serait pas là à tous les niveaux et notamment dans les embauches des jeunes. D'accord, on ira un peu plus loin sur le soupçon qui est fait autour des appels d'offres sur Marseille. Et on va passer à la troisième thématique qui touche à la question de l'environnement et de la santé. Une des questions de la campagne, c'est la propreté, l'environnement. Ne pensez-vous pas que tout parti confondu, vous pourriez demander à vos colleurs d'affiches de respecter notre quartier et de coller vos affiches aux lieux qui sont prévus et non pas n'importe où, ce qui fait que ça devient un truc monstrueux. Concernant la propreté de ville, code des chiens, crachats, déchets, etc., je veux savoir pourquoi il n'y a pas plus de contrôle.
alors qu'il y a une loi qui est votée. Comment vous allez faire pour la propreté et la saleté? Il y a des odeurs de dégoût qui sont récurrentes depuis des années, qui sont persistantes et qui sont toujours là. Moi j'ai assisté à des comités d'intérêt de quartier, on a soulevé ces problèmes, d'autres gens aussi, et ma foi, il n'y a toujours pas de résultat. On serait heureux que vous puissiez apporter une nette amélioration à ces deux problèmes, et il y en a bien d'autres. Merci. Tous les matins avec nos enfants, on est obligé de slalomer entre des excréments et personne ne semble y faire attention. Donc nous vivons non seulement dans les saletés des poubelles et en plus des crottes de chiens. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la propreté du quartier et notamment les crottes de chiens. Alors, au-delà du clin d'œil sympathique sur l'affichage électoral, la propreté, ce serpent de mer qui revient régulièrement dans les débats, est-ce que, avec votre regard, vous avez des pistes à creuser sur ce volet-là? Des pistes à creuser, sincèrement, je considère depuis longtemps, et ça m'a eu quelques débats très animés, qu'effectivement, sans vouloir copier qui que ce soit, je veux dire, le film parti, c'est juste une aberration, et je considère que si la ville était propre et que tout était nickel, il n'y aurait aucun souci, tu rentres chez toi, tu as fait ton travail, il n'y a aucun problème. Mais je considère qu'au vu de l'état de la ville, il faut travailler le nombre d'heures qui étaient parties au départ, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est aussi l'incivisme des Marseillais, il ne faut pas non plus se cacher, on est dans une ville où les gens ne respectent rien, quand on jette tout par terre, effectivement, on crache, etc. Et ça pose le problème de pourquoi les Marseillais, parce que moi je cherche toujours la cause. Pourquoi les Marseillais sont comme ça? C'est qu'à un moment donné, on considère qu'on n'est pas chez nous, que ça ne nous appartient pas. Donc comment ramener les Marseillais à se réapproprier leur vie, l'espace qu'ils occupent, où ils vivent, qu'ils traversent, pour le respecter dans un premier temps. Il faudrait aussi qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, plus de poubelles dans les rues, parce que c'est vrai qu'il y en a qui crachent de partout, qui jettent de partout, mais souvent il n'y a pas de poubelles aussi dans les rues. Voilà. Et après, il y a autre chose qui n'a pas été posé, mais qui me tient aussi particulièrement à cœur, parce qu'on parle d'environnement, c'est bien, on trie, mais il n'y a pas de poubelle de tri dans les rues non plus. Donc il faut souvent faire des kilomètres en voiture ou en transport, et sans exagérer, pour trouver une poubelle de tri, de recyclage, etc. Donc c'est, à mon avis, des mentalités qui doivent évoluer, une réappropriation du Marseillais, de là où il vit, de l'espace où il travaille, de l'espace où il mange un pique-nique pour ne pas laisser tout par terre dégueulasse et repartir. Et c'est aussi revaloriser certains métiers qui peuvent paraître ingrats, notamment ceux des PM, les revaloriser notamment par de la formation peut-être, et que chacun se mette à faire ce qu'il faut pour vivre, pour avoir un cadre de vie propre et c'est pour nos enfants avant tout aussi. Quoi. Moi, ça m'interpelle que ce soit des enfants qui fassent cette remarque. Quoi. Vous proposez en fait en gros de traiter les causes plutôt que les symptômes, à la fois sur la question du fini parti et à la fois sur la réappropriation du vivre dans l'espace public, mais il y a un truc que j'ai du mal à suivre sur la question des poubelles de tri. On est dans un environnement urbain contraint. Vous pensez que réellement on arriverait à installer suffisamment de poubelles de tri dans l'ensemble de l'espace, dans un périmètre qui est particulièrement dense? Écoutez, je le souhaite, mais avant d'arriver à en avoir suffisamment, il faudrait avoir un minimum. Donc avant d'arriver à l'excellence absolue et l'équilibre absolu dans tous les domaines, il faut à un moment donné commencer. Et moi, je prends toujours l'exemple de ma rue, où le mètre carré, je ne vous dis pas le chiffre du mètre carré aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, j'avais 2 poubelles de tri, mais elles ont été enlevées au bénéfice des travaux, de 2 tours qui sont en train de monter. C'est juste aberrant et c'est juste incompréhensif. Alors que c'était un exercice avec mon enfant de 3 ans qui a intégré ça. Maintenant, voilà, pour lui, c'est perdu. Il ne comprend pas qu'on prenne la voiture pour aller dans une autre poubelle. Alors, je ne dis pas qu'on puisse tout régler d'un coup, mais je dis qu'à un moment donné, au vu du retard, notamment dans ce secteur, il serait temps d'enclencher la première et de... Voilà. Ok. Merci pour ces réponses directes. On passe cette fois-ci à une thématique qui est souvent revenue dans les questions, le transport et les déplacements. Et j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour améliorer les sorties d'école, pas de place pour se garer, pas de place de stationnement, c'est la panique totale. Ma question c'est, il y a 5-6 ans, il y avait des agents de sécurité au niveau des sorties des écoles pour aider les enfants à traverser, pour limiter les vitesses des véhicules. Je voudrais savoir pourquoi à l'heure actuelle,
ils ne sont plus là. Pourquoi les contrats ont été interrompus alors que c'est des contrats aidés qui marchaient très bien à l'époque. Pour les structures d'accueil et les écoles, dans notre arrondissement, c'est très difficile d'y accéder. Et que comptez-vous faire aussi pour améliorer tout cela? Alors, il y a des questions d'accès, il y a des questions de maman autour de la gestion des sorties d'école. On pourra prolonger un peu, mais déjà sur ce point. Écoutez, sincèrement, moi, pour redécouvrir, je le répète encore une fois, cet arrondissement, je suis quand même, c'est vrai, moi aussi, ne serait-ce qu'en termes d'usagers, assez hallucinée de la difficulté de transport, aussi bien en voiture qu'en transport en commun de ce secteur. Donc vous donnez là d'un coup de baguette magique la réponse, c'est pas possible parce que même en venant là avec mon colistier, le deuxième de la diligence, poser la question il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de route, il y a un vrai problème de parking, il y a un vrai problème d'accessibilité, il y a un vrai problème pour les personnes handicapées, qu'elles soient sur leur fauteuil roulant, les trottoirs ne sont pas assez larges, parce que c'est bien beau les transports, mais il n'y a pas que le transport de bus ou de voiture, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a juste rien dans ce territoire. Il n'y a juste rien. Donc il y a tellement de tout à faire que voilà, je vais rebondir encore une fois sur le conseil de quartier parce que pour avoir été une ex-travailleuse sociale et pour avoir appliqué ça, même si je n'appliquais pas ça comme ça, je sais que les solutions vont venir des habitants parce que c'est eux qui utilisent les rues, c'est eux qui utilisent les transports ou pas, et c'est eux qui savent ce qui leur manque ou pas. Et partir de leur expertise à eux et à elles, et vraiment là faire des propositions concrètes et les mettre en place. Parce qu'effectivement, c'est un territoire qui me laisse sans voix au vu des difficultés à tous les niveaux. Vous faites référence par exemple à l'initiative qu'il y avait pu y avoir sur la belle navette pour l'installation d'un trajet de bus qui rejoigne la Belle de Mai et le Palais Longchamp sur des horaires, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette initiative, mais qui avait été portée directement par des habitants. Je ne suis pas au courant, mais oui. Si les habitants en ont besoin, oui. De la même manière que toutes les personnes qui bossent à 4h, 5h du matin, qui terminent à 2h du matin, et où il n'y a pas de transport, qui rentrent à pied, parce qu'elles n'ont pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs métiers, elles n'ont pas de véhicule. Voilà, oui, effectivement, il faut adapter les transports non seulement en termes de route, en termes on appelle ça, de voies pour les vélib ou pour les vélos, etc. Pour les handicapés qui circulent seuls dans leur fauteuil et qui n'ont pas ni les trottoirs, ni l'éclairage approprié. Et aussi, oui, si les habitants... excusez-moi, en termes d'horaire aussi, parce que les horaires ne sont absolument pas adaptés, encore une fois, au rythme de vie actuel des habitants. Sur le fait que ce 3e arrondissement soit en première ceinture du centre-ville, on est aussi partie prenante du centre-ville, comment vous expliquez le décalage qu'il peut y avoir entre la perception, on n'est pas au bout des quartiers nord non plus, de cette impression d'enclavement qui revient souvent dans la bouche des habitants du secteur, et c'est quoi les petites avancées, vous parliez tout à l'heure de il faut commencer, c'est quoi les premières avancées qu'on pourrait mettre en œuvre pour enlever cette logique, ce sentiment d'enclavement des habitants du 3e? C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Je répète déjà en termes de transport et en termes d'investissement. Moi j'habite depuis 6 ans à la Joliette, j'ai vu ce quartier se transformer, j'ai vu des millions et des millions d'euros, si ce n'est des milliards investis, j'ai vu des lieux de culture pousser comme des champignons, à savoir le Mucem, la Villa Méditerranée, le FRAC, Regard de Provence, etc. Et rien dans le 3e. C'est pas un sentiment. Cet arrondissement est enclavé à tous les niveaux, et notamment économiquement. Et je vais utiliser un terme fort et un peu provocateur peut-être pour certains, mais pour moi c'est un arrondissement qui est abandonné par les collectivités et par l'État, à tous les niveaux. Je sais qu'il y a des soucis à l'école de la Belle de Mai, je sais que les petits minots marseillais mangent dans un gymnase, c'est juste pas normal. Je veux dire, on est obligé. Moi je découvre l'école, mon enfant a 3 ans, j'ai 36 ans, donc l'école ça fait longtemps que je l'ai quittée. Donc il faut inscrire ses enfants en avance au mois de mai, juin, mars, etc. Donc la cantine, les services de la mairie connaissent le nombre d'enfants qui sont inscrits. Ils savent le potentiel de personnes qui vont manger à la cantine. Moi j'hallucine que des enfants de 3 ans, pour prendre l'exemple encore de l'école de mon enfant, les enfants ils sont entre 26 et 32 par classe. C'est pas possible, ça peut pas être de qualité. Dans l'école de mon fils, il y a des rats qui se baladent. C'est pas possible. Mon fils rentre, je crois qu'il a vu des animaux, il faut que j'explique que c'est un rat, qu'il faut pas qu'il touche. C'est juste pas normal. Et ça, par contre, c'est de la compétence de la mairie. Donc il ne faut pas me dire qu'on n'a pas les moyens, que si, etc. C'est vrai, il manque peut-être de l'argent. Mais au vu
de l'expérience que j'ai des collectivités pour la bosser, je sais aussi que des fois une réorganisation et une redistribution du budget existant peut être largement suffisant. Votre message est clair. On fait le lien directement avec la thématique éducation. Pourquoi le maire isolé qui raconte des difficultés dans l'éducation de leurs enfants ne sont-elles pas soutenues par dans l'éducateur à la parentalité? Que faire pour les jeunes qui traînent dehors le soir? Et aussi les jeunes de la Belle de Mai sont mis à l'écart, ils sont oubliés. Et je voudrais vous poser une question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre plus d'animation? Et je voudrais bien avoir pour la maison pour tous un mini-car. Et j'aimerais bien avoir dans le quartier plus d'attention. Voilà quoi, merci. Je suis responsable du secteur jeune à la Maison pour tous Centre social Belle de Mai. Moi j'accompagne un public de 12 à 17 ans. Le premier constat que je fais, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas de locaux dédiés à la jeunesse au sein du quartier. La première question, ça serait vous, si vous êtes maire de secteur, qu'est-ce que vous feriez par rapport à l'accueil de ce public-là, donc à l'accueil physique de ce public 12-17 ans sur le quartier, qui est justement en demande de loisirs éducatifs et de lieux de rencontre, s'orienter et réfléchir à son avenir aussi professionnel. Je l'ai vu sur mon expérience parce que ça marchait. Je considère que, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, ils étaient tous assis, tous les partis confondus, peu importe qui sera élu, c'est une exigence de chaque citoyen que ça soit mis en place. C'est lié pour moi. Quand j'étais travailleuse sociale pendant 7 ans sur la ligne du Vaud et en particulier sur la Belle, une grosse cité, il y a 9 000 habitants. Ici, Belle de Mai, 40 000 habitants. Vous voyez, ça se ressent. C'est une concentration d'habitants. Il est nécessaire pour moi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas tout qui est de la compétence de la municipalité, que tous les acteurs de terrain, que toutes les collectivités ont une compétence directe ou indirecte dans le service aux jeunes, qu'ils soient éducatifs, culturels, qu'ils soient pour de la PJJ, pour certains qui ont des soucis, l'aide à etc. Il est nécessaire et obligatoire de les mettre autour de la table et de leur dire ces 2 phrases que je disais et avec lesquelles tout le monde est obligé de s'entendre. On a 2 choix. Soit on travaille ensemble, soit on travaille ensemble. Parce que pour moi, on ne plaisante pas avec l'éducation de nos enfants. C'est ce qui donne les déséquilibres qu'il y a aujourd'hui. Si chaque enfant pouvait avoir la chance de lire déjà, d'apprendre à lire et à écrire, parce qu'il n'y a pas tous les enfants qui lisent, qui écrivent, etc. Apprendre un métier, ça ne veut pas dire être super fort à l'école, super intelligent, aimer lire et faire des études sup avec un bac plus 7 ou un bac plus 8. Ça veut dire que les enfants qui décrochent, qu'ils aient 12 ans ou 14 ans, il faut être en capacité de les accompagner à apprendre un métier. Que ce soit peintre, électricien, plombier, artiste. Parce qu'il y a plein de métiers qui sont liés à l'art, qui sont complètement inconnus et où les gens, beaucoup de jeunes ont des talents naturels mais qu'on ne les accompagne pas pour se dévoiler. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas laisser les enfants en errance sans savoir lire, ni écrire, ni un métier. Ça, c'est pas que de la compétence d'analyse. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de mettre tout le monde autour de la table et que chacun prenne ses responsabilités. Et que celui, en termes d'acteur de terrain ou de collectivité qui refuse, soit dénoncé. Moi, j'aurais pas de problème à dire, les gars, c'est pas de ma compétence, c'est lui. Mais il ne veut pas travailler avec moi. Il faut arrêter de se renvoyer la table, il faut que chacun prenne ses responsabilités et chacun, que ce soit en termes de mandat pour un élu, fasse ce qu'il a à faire pour tous les habitants, parce que quand on est élu de tous les habitants, ceux qui nous ont élus et les autres aussi. Et qu'à un moment donné, quand on est un professionnel de cette affaire-là, à savoir la question éducative et culturelle et d'accompagnement à l'emploi des jeunes, il faut aussi justifier son bulletin de salaire et pas faire que acte de présence à des réunions qui mènent nulle part. Que chacun prenne ses responsabilités et que chacun fasse son travail, tant en termes de professionnel, et pour ça, soit en termes d'élu qui a été mandaté par des habitants pour mener à bien une mission et un engagement. Ça, c'est la première chose. Donc, si je suis votre raisonnement, avant
d'engager des moyens financiers supplémentaires, c'est avant tout la mobilisation et la transversalité du travail des acteurs qui serait le premier levier. Ah, mais complètement. Et d'associer aussi, j'ai oublié, les parents dans tout ça. Justement, on avait une première question sur le soutien à la parentalité d'une maman. Mais bien sûr, si les parents et les enfants eux-mêmes ne sont pas... Je vais citer une phrase que je dis souvent, pas qui est issue même de quelqu'un d'autre. Tout ce qui est fait pour moi, mais sans mettre ma consulté, fait contre moi. Il est nécessaire, ça revient toujours parce que c'est vraiment le fer de lance et le pilier de mon engagement qui m'anime aujourd'hui. Il faut consulter les gens. On ne peut pas leur imposer, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas ce qui se passe à la maison, on ne sait pas quelles sont leurs difficultés réelles. Il y a des enfants qui rentrent à la maison, ils sont 4 dans la chambre, le toit s'effondre, ils ne mangent pas, le père frappe la mère, ça existe. Je suis ex-travailleuse sociale. Alors bien sûr, je prends le pire, il n'y a pas que le pire. Mais le pire existe aussi. Donc comment vous voulez que cet enfant, quand il est à l'école, il soit concentré, personne ne le sait lire. Je prends un exemple encore de l'école de mon fils. Mon fils est amoureux des livres, il en a 3000 à la maison. Et d'ailleurs, souvent, quand on vient voir les mouettes, il leur offre un, et je les remercie pour ça. Mais j'ai découvert qu'il y avait plein d'enfants qui ne savaient même pas ce que c'était un livre, qui le découvraient à l'école. Et il y a des associations, comme les boîtes, qui vont à la rencontre de ces enfants et qui leur donnent accès à un livre. C'est rarissime ce que je raconte. Un livre, ça coûte 1,50 € à la FNAC ou ailleurs. Vous voyez, c'est gratuit dans certains endroits. Et encore une fois, je reviens à la belle de mes 40 000 habitants, pas de bibliothèque. Comment c'est possible? Comment vous voulez que les enfants aient le goût de la lecture, aient le goût de la découverte, même des images, aient le goût du dessin, aient le goût d'apprendre tout simplement? C'est pas possible. C'est la première défaillance. On va rejoindre une thématique qui semble vous tenir à cœur, la démocratie locale. Qu'est-ce que vous allez faire avec nous? Et non pas qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Il faut arrêter de dire je sais, il faut faire, c'est tout. Et même peut-être faire avec nous, s'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'échanger et de connaître les besoins. Pourquoi en aval vous ne concertez pas les habitants quand vous avez l'intention de faire quelque chose pour le quartier? Je pense qu'on est les mieux placés pour savoir quels sont nos besoins. Je prends un exemple, par exemple le plateau sportif de la butte de Saint-Mauron, là-haut. Il aurait été bien qu'on nous concerte, qu'on nous demande qu'est-ce qu'il fallait changer sur ce plateau ou quelles étaient nos petites attentes aux uns et aux autres. Ah, donc ça serait en général et dans l'ensemble plutôt bien de consulter les gens qui vivent dans un quartier avant de se lancer dans des quelconques travaux ou réhabilitations pour que ça puisse convenir à tous. Moi, je voudrais plus qu'il y ait de SIC dans le quartier. Je voudrais qu'il y ait les conseils de quartier. Les SIC, pour moi, ne sont pas représentatifs. Donc, au prochain maire, qu'ils mettent en place les conseils du quartier dans le 2-3, s'il vous plaît. Dans quelle mesure vous vous engagez à créer des structures permettant de prendre en compte la parole des habitants dans une structure qui soit représentative des différents quartiers? Merci. Il y a une phrase de Gandhi qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de pouvoir d'agir des habitants, de démocratie participative. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les habitants soient réellement acteurs des politiques publiques une fois que vous êtes élus. Donc pas juste consulter, mais réellement en position de pouvoir agir, de pouvoir proposer des choses et de pouvoir être associé aux décisions, y compris dans des quartiers comme le nôtre, à Félix-Piat. Depuis quelques années, des groupes d'habitants se sont spontanément constitués, ou bien ont été invités à le faire, et ont fait des propositions quant au cadre de vie, à l'urbanisme, au logement. Ces propositions, quelquefois, ont été présentées aux élus, à des techniciens de la ville. Notre question et notre souci est le suivant. Est-ce que vous comptez poursuivre ce travail en laissant ces groupes informels hors des institutions que sont les CIQ ou éventuellement des conseils de quartier? Est-ce que vous souhaitez qu'ils continuent à travailler? Est-ce que vous voulez valoriser leur action, les reprendre en disant que ce sont des habitants qui ont fait ces propositions? Il semble que
Le propos est clair. Et il semble que c'est ce que je raconte depuis le début de notre entretien. Vraiment, moi j'insiste. Moi je ne suis pas une élue, c'est tout nouveau pour moi, donc je m'appuie sur mon expérience professionnelle. Et toute mon expérience professionnelle, elle a été faite dans le sens du besoin de ses habitants. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, si on veut être compétent, qu'on veut être pertinent et qu'on veut répondre à un réel besoin, il est absolument nécessaire de consulter les habitants. Et je vais plus loin. C'est bien beau la consultation, c'est les conseils de quartier, comme je vous disais dès le départ. Alors faisons un petit peu de pédagogie. Essayez d'expliquer en quoi les conseils de quartier seraient plus pertinents dans une démarche de concertation que des comités d'intérêt de quartier ou autres. Est-ce que vous pouvez expliquer votre position là-dessus? Je ne suis pas une spécialiste des SIC, mais c'est un peu difficile d'accès quand même, les SIC. Moi-même, je n'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est pire que la franc-maçonnerie, qui fallait être coopté pour y rentrer, pour avoir droit à l'expression. Un conseil de quartier, comme moi je le vois et je ne suis pas la seule, c'est juste un espace où les habitants prennent la parole. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leurs conditions sociales, et je vais plus loin, peu importe qu'ils aient le droit de vote ou pas. Parce qu'effectivement, le droit de vote dépend d'un projet de loi au niveau national et pas du même secteur ou du même coup. Par contre, on peut les autoriser à prendre la parole et à s'exprimer. C'est des habitants de Marseille, c'est des habitants du secteur, c'est des habitants de l'arrondissement. Ils travaillent, ils vivent ici, ils ont des besoins, ils ont des manques, ils ont des compétences, ils sont une richesse. Et moi, je considère qu'il faille écouter, il faille prendre en considération les besoins, les revendications et les propositions de tous les habitants, de 16 ans à 177 ans. Alors, je vais être un petit peu provocant, mais c'est très bien qu'il y ait un espace de débat en libre accès, sans condition. Mais tous les habitants, c'est bien, ne viennent pas sur ces temps-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec des personnes averties qui ont envie de s'engager. Donc comment on fait pour que des personnes qui ne sont pas habituées à ces espaces de parole, comment on les y amène progressivement? Écoutez, peut-être que vous avez complètement raison, hein, parce que un de mes fers de lance, on a 60% d'abstentionnistes. C'est énorme. Comment est-il possible que les gens ne s'intéressent plus? Donc effectivement, la première cible pour moi, c'est ces personnes qui se sentent plus concernées par rien, même pas par la vie de leur but, de leurs enfants, etc. etc. Donc oui, j'ai pas la science infuse, c'est toujours pareil, mais je suis sûre que si on va à leur rencontre, si on parle de problèmes qui les intéressent, de propositions, parce qu'il y a des problèmes dans la vie, faire une fête de quartier, formidable, et laisser un espace à chacun, que chacun nous dévoile sa culture, ses plats, ses boissons, etc. Parce que là aussi, les fêtes de quartier, c'est souvent un peu la mafia, quoi. C'est toujours un peu la même liste, c'est comme les places de forêt. Moi, je considère que, effectivement, les gens, ils ont une grande défiance envers tout ce qui est organisé, à juste titre, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est le travail des futurs élus que nous serons, je l'espère, des personnes organisées aussi, d'ouvrir la porte et les bras, et de mettre en confiance les personnes qui ne sont pas organisées. C'est une responsabilité que nous partageons tous, élus, militants, habitants. Ça commence par nos voisins déjà. Ok, le propos est clair. Justement, on va imaginer maintenant... Si je peux me permettre, c'est un truc que je n'ai pas terminé sur ça, c'est qu'il faut la consultation, mais au-delà de la consultation, c'est bien beau de faire des propositions, mais ma démarche à moi va être, ce qu'elle a toujours été, de retourner voir les habitants, organisés ou non, et de leur dire comment on le fait ensemble. Parce qu'il faut que les habitants s'investissent. C'est trop facile d'exiger, d'attendre que des élus ou des professionnels mettent en place. Il faut que les habitants s'investissent, il faut que les habitants participent. Et je considère, en m'appuyant encore une fois sur mon expérience passée, qu'il n'y a que s'ils s'investissent, qu'ils se sentent propriétaires, si je peux utiliser ce terme, des projets et de la vie de l'endroit où ils vivent, qu'il y aura plus de respect, plus de civisme, plus de lien social, etc. Une logique un peu de droits et de devoirs qui sont rappelés dans les deux sens. Exactement. Alors, demain, votre liste est mise en avant, elle a séduit beaucoup d'habitants et vous accédez aux responsabilités. On vous retrouve en 2016. Vous êtes à mi-mandat et vous devez justement re-rencontrer les habitants
pour leur rendre compte des chantiers que vous avez réussi à mettre en place ensemble. Qu'est-ce que vous valoriseriez comme chantier important, prioritaire, et qu'est-ce qui restera encore à construire si on se projetait un peu? Écoutez, si je suis ambitieuse, parce que je considère qu'ensemble il y a tout qui va plus vite, la première étape c'est les conseils de quartier. À être seul, je ne vais rien faire. À être avec tout le monde, forcément tout le monde va faire, on ira plus vite. Donc on a 5 quartiers dans le 3e, il y aurait un conseil de quartier, il y aurait 5 conseils de quartier en gros. Il y aurait combien? Il y a 5 quartiers oui. officiellement dans le 3e, il y aurait 5 conseils de quartier. Pourquoi pas? Et un 6e, s'il y a une 6e problématique, et s'il y a le secteur. Je veux dire, il ne faut pas limiter les personnes qui veulent s'exprimer. Il ne faut pas. Je ne vais pas vous dire 5, 6, 2, 3. Il faut amener les personnes à s'organiser en ce sens pour prendre la parole et pour exiger des personnes qu'ils auront élues, parce que ça aussi c'est important ce que vous dites. Justement, de rendre des comptes à mi-mandat, ce n'est pas exigé par la population. Et ça devrait l'être. Parce que chacun d'entre nous, quand on travaille, nos patrons, ils nous demandent des comptes. Et si on ne fait pas le travail, on a un premier avertissement, un deuxième, et après, renvoyer, je veux dire, c'est juste normal. Et les élus, c'est pareil. C'est des indemnités, c'est pas un salaire. Mais je veux dire, à un moment donné, d'être élu avec un tiers de votants, on n'a pas parlé de cette question, mais ça me tient aussi beaucoup à cœur parce qu'on a confisqué la dignité et la liberté de chacun. Le tiers de votants est souvent inféodé aux élus parce qu'il est victime de clientélisme pour avoir droit à un semblant d'appartement dans un taudis à ciel ouvert ou d'avoir un semblant de contrat souvent à la ville ou à l'IPM, etc. C'est pas normal. Donc la réalité, c'est que ces élus sont élus sur un tiers de votants de la population qui est inscrite et que dans ce tiers-là, la grande majorité est là parce qu'elle subit, parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'autrement, son petit contrat à la ville, elle n'a pas, et que son petit appart dans la cité pourrie d'à côté, elle n'a pas. Donc ça aussi, vous voyez, c'est important d'exiger des élus qui sont élus. J'espère que ce sera moi, mais si c'est quelqu'un d'autre, on l'exigera. De rendre des comptes sur les engagements qu'ils ont pris. Qu'ils appellent ça programme, eux, sans consulter la population. Ou nous, contrats citoyens, parce qu'on a consulté la population. Chacun à nos niveaux, depuis plus d'1 an maintenant, des réunions dans la rue, voilà, où on s'est réapproprié l'espace public, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous avez besoin. Et si demain on le fait, comment on le fait ensemble. Et ça surprend. Et ça, c'est une nécessité. Donc la première chose, je reviens, excusez-moi, je m'éparpille parce que je suis passionnée, c'est les conseils de quartier. Ensuite, c'est l'école. Voilà, vous disiez, la liste s'est montée il y a effectivement quelques semaines, comme toutes les listes de manière générale, mais vous avez une expertise aussi, vous avez un actif, une connaissance du territoire. Donc, sur ce secteur, sur quel chantier vous auriez envie d'avancer avec les gens rapidement? L'école et la bibliothèque, ça me tient. Donc une bibliothèque sur le secteur. Et l'école, c'est quoi? C'est de nouvelles écoles, c'est de la réhabilitation d'écoles, c'est... Il faut commencer par le commencement, vous savez, il faut d'abord réhabiliter. Et l'école, c'est pas que les équipements, c'est aussi le personnel encadrant. Et il faut, à un moment donné, c'est pas possible qu'il n'y ait même pas une ATSEM par classe, avec des classes qui sont surchargées. Voilà, il y a plein de gens qui... Vous savez, le personnel municipal a la réputation d'être des gens qui n'aiment pas bosser, qui sont feignants, etc. Mais là, pour être une ex des collectivités, il y en a, mais comme il y en a dans toutes les structures. Mais il y a aussi beaucoup d'agents municipaux qui sont tristes. Tristes d'être là et de faire acte de présence et de ne pas avoir les moyens de travailler, de ne pas avoir les moyens de faire un vrai travail. Et j'insiste sur le secteur de l'école, j'ai beaucoup de tatas autour de moi, d'ATSEM, etc., qui ne sont pas en mesure de travailler correctement. Le travail de tata, qui est le travail, elles font tout. On doit reconnaître le caractère pédagogique de ces femmes qui passent minimum 8 à 10 heures avec nos enfants. Il faut les former, il faut revaloriser leur mission. Et à un moment donné, quelque chose dont on ne va pas solliciter, mais moi je vais mettre quand même volontairement sur le tapis avec un peu de provocation, c'est la réforme des rythmes scolaires. Comment voulez-vous, sincèrement et en étant honnête, qu'elle puisse être appliquée en direction d'un travail positif pour nos enfants à l'état actuel? Sans réforme scolaire, ils ne sont pas en capacité d'encadrer correctement nos enfants et vous voulez en plus rajouter des activités pédagogiques, culturelles et artistiques qui sont censées être données par déjà un personnel qui est premièrement insuffisant en termes de nombre de personnes et qui est non qualifié. Et c'est pas une critique. Vous pensez que c'est une mauvaise réforme? C'est pas que c'est une mauvaise réforme, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut mettre les moyens.
On ne peut pas non plus inventer des compétences comme ça du jour au lendemain aux personnes et le nombre de personnes fantômes qui seraient là pour encadrer nos enfants. C'est très bien. On se rapproche de la conclusion. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez mettre en valeur pour terminer? Moi, je vais revenir sur l'endroit où je suis née quand même, parce que c'est l'endroit où je suis née. Je trouve quand même dommage que cet espace, qui est un bel espace, où il y a un poumon d'espace vert, alors qu'il n'y a aucun parc quand même dans cet arrondissement avec le nombre d'habitants qu'il y a, c'est dommage qu'on ait confisqué cet espace qui aurait pu être un espace fabuleux pour les habitants et qu'on les fait cadeau comme ça à des promoteurs publics. Vous faites référence à la Belle de Mai. La Belle de Mai. Tout à fait. Très bien. Donc vous reviendriez, si c'était possible, sur les décisions avancées? Comment? Si c'était possible, vous reviendrez sur les décisions Complètement. avancées? Et même si c'est pas possible, j'essaierai de faire en sorte de perturber pour que ça redevienne possible. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Questions citoyennes. C'était la dernière émission de la semaine, on termine avec vous. On va remercier aussi tous les bénévoles. Je pense qu'on va se retrouver dans la démarche puisqu'on fait cette télévision avec les habitants plutôt que pour eux. On va remercier nos cadreurs du jour qui ont appris aujourd'hui, et avec brio apparemment, le travail du cadre. Pierre, Guillaume et Florence, merci. J'espère que l'image de Guillaume n'était pas trop floue. Et à la régie, Florence, Guillaume et Guillaume. Merci à vous encore et à bientôt pour probablement de prochaines émissions puisque je pense qu'elles ont suscité beaucoup d'envie. Évidemment, rappelez d'aller voter le 23 et le 30 mars. Je peux dire un mot sur ça? Allez-y. Je vous remercie. Effectivement, moi aussi je remercie tout le monde, les personnes qui sont là et les personnes qui ne sont pas là, parce que je suppose que pour que ça existe, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'énergie, et je les en remercie parce que ce n'est pas un conseil de quartier, mais en tout cas vous travaillez en ce sens. Et effectivement, je m'adresse aux 60% d'abstentionnistes. Mon engagement, notre engagement avec notre équipe, il est pour vous. Nous aussi, même si on a voté jusqu'à présent. Oui. Dites-le là-bas. Pardon. Les internautes, ils sont dans cette caméra. Effectivement, je ne suis pas une professionnelle des plateaux télé. Donc, notre engagement, il est pour vous parce qu'on est arrivé avec un certain nombre d'amis, de personnes, de collègues, de militants, à la limite d'un dégoût, nous aussi, de la chose politique et de la chose publique. Et si on prend aujourd'hui, si on s'engage, si on vient vous rencontrer, si on met un peu de côté nos vies personnelles pour mener ce combat avec vous et pour vous, il est nécessaire que vous vous leviez dimanche, qu'il fasse beau ou pas beau, et que vous alliez voter massivement. Et là, vous exprimerez à tous les élus qui sont en place, depuis minimum un quart de siècle, qu'à défaut de rester chez vous, de dormir ou d'aller bronzer, eh bien, en votant pour nous, qui sommes quand même une liste composée exclusivement de citoyens, en tout cas dans le 2-3, pas un élu, ni sortant, ni d'ailleurs, que effectivement vous en avez marre de ce système à tous les niveaux, et venez exprimer en votant pour nous, excusez-moi c'est un appel au vote que je répète, je vais être, mais quand même, votre mécontentement à tous les niveaux. Parce que si vous restez chez vous, et si vous êtes si nombreux à rester chez vous, et à bouter des bureaux de vote, c'est que vous êtes mécontents, mais vous n'êtes pas seuls, nous le sommes aussi. Donc rejoignez-nous. Bon, voilà le mot de la fin. Merci à tous et à bientôt. Bonne chance pour la suite et la fin de votre campagne. Merci beaucoup. Au revoir.